Et nous sommes en direct. Bienvenue à toutes et tous, bonsoir. Merci d'être avec nous à ce nouveau live meeting organisé par lita.co, la plateforme d'investissement citoyenne. Merci de nous rejoindre pour un nouveau live en direct, pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur la plateforme. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ITA, c'est une plateforme citoyenne qui est dédiée au financement de la transition énergétique, écologique et sociale. À partir de 100 euros, vous pouvez investir dans des projets, dans des entreprises qui sont alignées avec vos valeurs et qui vous permettent aussi de bénéficier d'un rendement ou d'une rentabilité. Donc aujourd'hui, l'ITA rassemble plus de 140 000 citoyennes et citoyens. Donc merci à toutes et tous. Je vois que il y a déjà des participants qui réagissent. Donc bonsoir Yannick, bonsoir Anne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous pouvez interagir donc, dès maintenant dans le chat. Donc ce live est dédié à la levée de fonds en cours de Hummingbirds, entreprise française qui développe et finance des projets de solutions fondés sur la nature, qui propose un financement en obligations sèches sur l'ITA Banco avec un objectif de 575 000 euros. Donc on a le plaisir ce soir d'être en direct avec Anaïs Bache, cofondatrice et directrice générale, et Sébastien Escoriaza, directeur de projet. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc c'est une première sur l'ITA. Hummingbirds est le tout premier acteur de la finance carbone à être financé via l'ITA. Donc c'est une nouvelle offre qui vous propose aujourd'hui, qui propose aux citoyens de financer l'une des plus grandes initiatives de reforestation en Espagne, dont on va vous parler, dont Anaïs et Sébastien vont vous parler juste après. Donc ce live va durer une petite heure, avec d'abord une présentation de l'entreprise d'une quinzaine de minutes, et vous pourrez ensuite échanger, poser toutes vos questions en direct à l'équipe. On aura un petit temps d'échange prévu d'une trentaine de minutes juste après. Je vois qu'on est déjà une vingtaine de connectés. Le temps que tout le monde se connecte, je rappelle que Hummingbirds est en phase de pré-collecte sur lita.co depuis quelques jours, avec 300 000 euros d'intention d'investissement déjà enregistrés. Donc vous êtes 300 personnes déjà à avoir mis un intérêt pour investir dans ce projet. Et d'ailleurs, certaines et certains d'entre vous en font sûrement déjà partie. Merci. L'ouverture des souscriptions est imminente. Si vous avez enregistré votre intention, vous allez recevoir directement un mail top départ. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire dès maintenant, parce que l'ouverture des souscriptions est prévue demain matin. Voilà, bonsoir Chris. Peut-être que Anaïs et Sébastien, je vous laisse le micro et on peut démarrer si c'est bon pour vous. Super, ça marche. Bon, allons-y. Je suis ravie d'être là ce soir et donc de pouvoir vous présenter Hummingbirds, que j'ai cofondé il y a 2 ans et demi, et en particulier ce projet dont Sébastien est responsable en Espagne. On va démarrer la presse. Donc voilà, on s'est présenté déjà, je pense, pour les intervenants. Donc présentation de Hummingbirds. Hummingbirds, c'est donc une société française qui a 2 ans et demi maintenant. Nous avons 7 bureaux, donc on les avait ouverts dès le démarrage parce qu'on voulait avoir une présence assez forte sur les géographies où on travaille. Et donc on avait commencé beaucoup à travailler sur les zones les hotspots de biodiversité, donc proches de la ceinture équatoriale. Et donc on a pour cela, aujourd'hui on est 25 personnes et on a à peu près la moitié de l'effectif qui est dans les bureaux internationaux et l'autre moitié qui est à Paris. À Paris, on a notamment les fonctions d'encadrement et les fonctions support. Donc, on a un bureau carbone avec des forestiers, on a un bureau impact avec la partie biodiversité et aussi impact sociétaux. On a un gros pôle finance et juridique, et puis on a des pôles de direction. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu, on est une entreprise assez internationale. On a même 12 nationalités depuis quelques jours et on a une majorité de femmes, donc on est une entreprise très équilibrée, on va dire, d'un point de vue des genres. Ce sont des valeurs que nous transmettons de façon assez forte aussi à travers nos projets, où on essaye toujours de créer de l'emploi à chance égale et aussi d'avoir une représentativité assez forte des femmes dans les organes de gouvernance, notamment dans les pays du Sud, sur les sujets de partage des bénéfices et comment sont utilisés des fonds éventuellement communautaires. Voilà, donc j'ai cofondé l'entreprise avec Damien Ricordo, qui a lui un passé plutôt financier
dans les renouvelables. Donc, on a assemblé, on va dire, nos forces il y a 2 ans et demi, avec, pour ma part, un côté très opérationnel. Ça faisait déjà plus de 3 ans que je faisais ce type d'activité, donc sur les nature-based solutions, mais du côté d'un grand corporate. Et puis, Damien avait un profil beaucoup plus entrepreneur, mais avec tout le côté aussi renouvelable, dont on essaye vraiment de dupliquer la structure pour faire du capital naturel vraiment un nouvel asset d'investissement et permettre qu'il passe un peu à l'échelle en termes d'investissement. Donc en fait, le principe des solutions fondées sur la nature, on va en parler juste après aussi, c'est qu'on essaye de transformer un petit peu la façon dont ça a été un peu fait historiquement par des ONG ou de la philanthropie, avec quelque chose de plus organisé qui va pouvoir attirer du financement long terme, donc sur des projets de 25 à 40 ans, et donc d'avoir un financement pérenne qui est basé sur de la finance carbone, donc de la participation volontaire des entreprises ou des citoyens à la reforestation notamment. Voilà. Et donc Sébastien, qui nous a rejoint en janvier 2023, donc il y a plus d'1 an et demi maintenant, et qui s'occupe de la partie Europe et Afrique il est basé à Nairobi, donc il a un morceau d'Afrique et même un petit morceau de Brésil. Donc c'est pour ça qu'on a les mangroves derrière. C'est pas vraiment en Espagne qu'on plante ce type d'arbres, mais ça fait partie des choses qu'on fait. Voilà, pour vous parler un petit peu des objectifs d'Hummingbirds et un petit peu de la portée de l'entreprise dans son intégralité. On s'est fixé comme objectif pour le portefeuille à la fin de l'année prochaine d'avoir donc en portefeuille et donc sur la durée de vie des projets un impact d'environ 50 millions de tonnes de CO2 sur 1 million d'hectares gérés durablement et donc de pouvoir générer des bénéfices et des conditions de vie améliorées pour 1 million de personnes. Et sur la partie biodiversité, de protéger l'habitat de 300 espèces qui sont menacées. Voilà. Donc, et on est dans une démarche au niveau corporate, donc au niveau de l'entreprise, sur la démarche B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une démarche, c'est une certification d'entreprise qu'on a initiée dès 2022. Donc, on est en phase finale pour avoir la certification et qui atteste notamment de notre façon de fonctionner, de notre gouvernance et aussi de l'impact à travers tous nos projets qui est bien mesuré et bien pris en considération dans l'ensemble de nos activités et de notre chaîne. Voilà. Donc ce que fait Hummingbirds, on a une petite vingtaine de projets depuis le démarrage. Donc on s'est fixé une mission qui est une mission d'essayer de sourcer le plus possible de projets dans les phases de démarrage pour essayer de les développer, de les dérisquer, pour les amener au marché. Ça venait d'un constat que le marché avait du mal à grandir parce qu'il manquait un petit peu de projets de qualité. Donc on s'est dit que finalement, peut-être que là où on serait le plus utile et ce que pourrait faire Hummingbirds, c'était vraiment d'aller sourcer et originer des projets depuis le début pour accompagner les porteurs de projets locaux et co-développer ensemble des projets de qualité qui pourraient ensuite être investis par soit des grosses entreprises, soit des fonds qui ont plus de moyens à déployer mais qui sont pas forcément agiles ou compétents techniquement pour faire la partie de toutes les études de faisabilité qui sont nécessaires avant de lancer un grand projet. Donc sur la nature, on est sur des cycles assez longs. On passe entre 1 à 2, voire même 3 ans des fois d'études avant de lancer une grande plantation, par exemple, parce que ça nécessite quand même beaucoup d'études au préalable. Et c'est vrai que ces phases-là sont des phases assez risquées où il faut avoir de la compétence technique pour pouvoir accompagner les projets. Et donc c'est là où nous on s'est positionné depuis le début de l'aventure. Et on a donc aujourd'hui des projets comme ce projet Espagne, comme plusieurs autres projets qui arrivent en phase de plantation. Donc ça y est, on a fait les parties, on va dire, de risquées du démarrage sont terminées, le développement est terminé et maintenant on est en phase de plantation. Et donc l'année dernière, on a planté 400 000 arbres par exemple sur 3 projets. Donc là, cette année, on a ce projet Espagne qui rentre dans ce cadre de projet dérisqué et que du coup, on propose au financement participatif. Côté Hummingbird, c'est notre 5e levée en financement participatif et donc on est vraiment très content de pouvoir proposer ce type de projet sur différentes plateformes, sur différentes géographies aussi et différents sous-jacents
On n'a pas proposé que de la plantation, mais donc voilà, on trouve que c'est une façon très alignée avec nos valeurs, avec le fait que nous, notre nom déjà, les colibris, c'est aussi ce côté où on veut vraiment mobiliser tout le monde et que chacun fasse sa part. Et donc, on trouve que le financement participatif est très, très aligné avec nos valeurs. Voilà, donc ça c'était un petit peu sur Hummingbirds. Et donc on intervient sur 4 grandes familles de projets. On intervient sur les forêts, alors pas que tropicales. On a depuis au début, c'est vrai qu'on s'était beaucoup orienté sur tout ce qui était les zones qui étaient très menacées, à risque, donc là où il y avait beaucoup de déforestation et là où aussi quand on replante ça va pousser plus vite. Mais depuis on a quand même pas mal élargi le scope, donc l'Espagne c'est pas vraiment les forêts tropicales mais ça rentre dans on va dire la famille des forêts. On travaille aussi sur l'agriculture et l'agroforesterie. Donc ça, c'est plutôt un angle de production durable de systèmes agricoles ou de systèmes de production. On travaille sur donc les mangroves, les zones humides. Dans les zones humides, on retrouve aussi les tourbières, par exemple. Et enfin, le dernier volet, qui est un volet qui s'est un petit peu rajouté, un peu comme une évidence, on développe aussi des projets de foyers améliorés. Donc en fait, c'est des projets où on va remplacer des fours de cuisson par des fours de cuisson améliorés et qui vont consommer jusqu'à 2/3 de bois en moins. Et donc ça permet de réduire beaucoup la pression sur la forêt. Donc ça, voilà, ça pour nous c'était assez cohérent parce que c'est forcément très très bien de planter et donc d'enlever le CO2 de l'atmosphère, mais c'est aussi bien de travailler sur les solutions pour réduire les pressions de déforestation, réduire les pressions sur la forêt et donc émettre moins, parce que finalement c'est plus facile de presque d'émettre moins que de séquestrer ce qui est déjà en surplus dans l'atmosphère. Voilà. Et par ailleurs, ces projets ont aussi une grosse connotation sur l'amélioration des qualités de vie et notamment la qualité de l'air et la santé des personnes cuisinant qui sont quand même très majoritairement des femmes. Donc voilà pour un peu nos différents leviers d'action. Donc on développe les projets, on finance les études et on fait aussi nous-mêmes une grande partie de ces études en partenariat. Et puis maintenant, on arrive à une phase un peu plus avancée où on commence aussi à vendre des crédits carbone. Voilà. Et donc le marché du carbone qui, c'est vrai, est un marché qui est quand même assez récent. Alors il y a vraiment 2 grandes familles dans le marché. Il y a le marché régulé. Donc le marché régulé, c'est le marché obligataire où en fait qui concerne beaucoup les entreprises industrielles et polluantes, où là on a donc des nécessités de réduire et des quotas d'émissions qui peuvent aussi se vendre. Ça c'est le marché régulé. Nous on ne travaille pas du tout sur ce marché-là aujourd'hui. Les solutions fondées sur la nature sont pas trop, même pas du tout aujourd'hui, en tout cas sur le marché européen, ne sont pas intégrées. Nous on travaille sur le marché volontaire. Donc le marché volontaire, c'est des entreprises, des particuliers qui décident, personne les y oblige, mais d'avoir une action climatique et donc d'utiliser la finance carbone, donc l'achat d'une tonne, d'un crédit, pour finalement contribuer à un impact environnemental. Donc on est bien conscient des accusations qui sont légitimes pour certaines et pour d'autres peut-être moins, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la compensation seule, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de place sur Terre pour pouvoir absorber tout ce qu'on émet en excès tous les ans. Selon le GIEC, il faut vraiment réduire de 2/3 voire 3/4 nos émissions. Et donc finalement, la capacité d'atténuation, est-ce qu'on peut éventuellement compenser avec des solutions fondées sur la nature, c'est à peine 1/3, 1/4 à 1/3 de ce qui est émis en surplus. Et on en est très 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 loin aujourd'hui. Donc bien sûr, ça n'a du sens que si on fait une démarche complète, c'est-à-dire si vraiment on évite les émissions au maximum, si on réduit et qu'ensuite on compense ou on contribue. C'est voilà, c'est un peu une évolution du vocabulaire, mais tout ça est intégré. Et donc c'est vrai que quand on dit oui, on achète des droits à polluer, en fait c'est pas vrai parce que nous on voit que dans le secteur, les gens qui achètent des crédits sont quand même toujours ceux qui ont déjà. En fait, quand on achète un crédit, ça veut dire qu'on a déjà une conscience et qu'on a déjà fait son inventaire de gaz à effet de serre. Donc, on a déjà un inventaire de son scope 1, scope 2, scope 3. Ensuite, on a réduit et à la fin, on décide d'acheter des crédits pour contribuer. Donc, il y a pas mal d'études depuis plusieurs années qui sortent, qui sont annualisées, enfin qui sont actualisées tous les ans, et où on voit que finalement, les entreprises qui achètent des crédits carbone sont aussi celles qui décarbonent le plus vite. Voilà. Donc ça, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur
le marché volontaire, il est vraiment différent du marché régulé. Qui sont les acheteurs pour ce type de projet? Et donc le fait que c'est pas du greenwashing parce qu'en fait c'est vraiment des démarches volontaires et que nous, on a aussi une démarche d'intégrité sur les acheteurs. Ceux qui achètent doivent avoir une politique climat et donc ne pas en fait compenser 100%, ça ne sert à rien. Donc c'est d'ailleurs très très rarement ce qui est fait, mais nous de toute façon on s'assure que ce soit pas le cas. Voilà, donc juste pour aussi encadrer ce sujet qui fait beaucoup parler et qui est légitime. Je pense qu'il faut vraiment expliquer dans quel contexte on peut avoir recours à la compensation. Et aussi nous, on appelle aussi beaucoup les citoyens parce que maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilisation autour de quelle est mon empreinte carbone. Pour un Français, en moyenne, c'est 10 tonnes. 10 tonnes, c'est pas du tout en ligne avec les accords de Paris et maintenir une trajectoire à 1,5 degré. Donc, on devrait descendre à 2 tonnes. Et donc, pour ça, il faut faire des changements assez, plus ou moins importants et plus ou moins possibles sur nos modes de vie. Et donc, parfois, dans l'intérim ou en attendant de pouvoir opérer des changements plus importants, y compris dans la décarbonation des entreprises, on peut avoir recours aussi à cette contribution volontaire qui a quand même un réel effet parce que les projets carbone ont, on va dire, le cadre très de plus en plus robuste des standards, des méthodologies et des vérificateurs pour justement aller mesurer vraiment qu'une tonne qui est un crédit carbone correspond vraiment à une tonne qui est séquestrée ou évitée. Voilà. J'imagine qu'il y aura pas mal de questions, mais au moins déjà on a un petit peu de matière pour la discussion. Et donc peut-être dernière slide, juste pour illustrer aussi notre philosophie. Nous, on se sert de la finance carbone et de cet outil de mesure qui est la tonne, mais pour nous, c'est pas l'objectif en soi. On ne travaille pas que pour le carbone. Ce qu'il faut voir, c'est que sur un projet qui est bien monté et qui est bien designé dans sa conception, on va avoir la partie de l'iceberg qu'on voit, c'est les émissions de carbone. Par contre, tous les autres sujets qu'on va toucher en dessous, ça va être la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, l'érosion, la qualité de l'air, la pollution. Enfin, il y a vraiment toute une myriade de sujets qui sont annexes et qui finalement viennent en parallèle des autres sujets. Et en fait, quand on reforeste, on voit bien que en fait, on améliore la qualité des sols. On peut aussi prévenir des éboulements, des érosions. Tout ça, c'est des rivières qui sont moins polluées. Et donc, en fait, on a vraiment un cercle vertueux quand on fait de la conception de projet pour essayer d'avoir le plus de co-bénéfices au-delà du carbone même. Mais c'est vrai que le carbone aujourd'hui, c'est l'unité qu'on utilise pour le prix. Et donc, il y a différents prix sur le marché. Et c'est vrai que des projets à fort co-bénéfice vont être plus chers que des projets avec des très faibles niveaux de co-bénéfice. Voilà. Mais c'est pour aussi expliquer que derrière le carbone, il y a énormément de choses. Et notamment dans ce projet d'Espagne, on a beaucoup travaillé avec Carbon to Nature. Il y a des choses très, très intéressantes qui sont pensées sur la biodiversité, sur d'autres aspects du projet qu'on développe au-delà des plantations même et dont Sébastien pourra parler dès maintenant d'ailleurs, parce qu'on passe maintenant au vif du sujet qui est ce magnifique projet en Espagne. Sébastien, je te laisse la parole. Oh, pardon, j'en ai fait une de trop. Merci Anaïs. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu du projet. Donc, tout d'abord, attends. Je touche plus. Donc, tout d'abord, le partenaire. Donc, notre partenaire est opérateur du projet. Donc, Carbon to Nature est un développeur de projets de solutions fondées sur la nature, qui est une filiale à 100% du groupe Iberdrola, qui est une entreprise privée, cotée en bourse, leader européen des énergies renouvelables. C'est, il me semble, la deuxième entreprise au monde en termes de capacité de renouvelables installées, avec plus de 50 millions de gigawatts. Donc, c'est une entreprise qui a été créée début 2023, non pas seulement pour développer des projets visant à adresser les émissions résiduelles d'Iberdrola, mais surtout pour accompagner ses nombreux clients, plusieurs dizaines de milliers de clients qui sont des acheteurs d'électricité verte dans leur trajectoire de décarbonation, avec donc une offre plus complète comprenant la possibilité d'acheter des unités de réduction d'émissions provenant de ce portefeuille de projets carbone forestiers qui sont en train de développer. Donc Hummingbird collabore avec eux, avec Carbon to Nature sur plusieurs continents. Et ce projet est notre premier investissement en commun.
Donc, le projet, donc c'est un projet qui s'étend sur une superficie de près de 600 hectares, sur 3 municipalités différentes dans le nord-est de l'Espagne. C'est une région qui s'appelle Castilla y León, et principalement sur des terres dégradées ou affectées par des incendies de ces dernières années. Donc, ce qui nous plaît particulièrement dans ce projet, c'est que son but n'est pas seulement de replanter la forêt, comme on a dit, avec plus de 330 hectares déjà plantés, mais aussi de transformer des peuplements existants, à majorité résineux, en forêts diverses et résilientes, et de promouvoir en plus des actions fortes en faveur de la biodiversité, tout ça grâce au financement généré par la vente de crédits carbone. Donc, le financement facilité par cette levée sur la plateforme Lita permettra de préfinancer à travers un préachat de crédit des activités du projet dans les mois à venir, comme notamment la dernière phase de plantation d'une 40aine d'hectares, mais aussi tout un tas d'études de planification de la gestion forestière améliorée, le Improved Forest Management qu'on appelle, ou aussi la ligne de base de biodiversité, qui est quelque chose d'assez coûteux. Pour ce qui est du standard de certification, on pourra entrer plus en détail sur la définition d'un crédit carbone lors des questions-réponses si besoin, mais les unités issues de ce projet sont certifiées par le registre Huella de Carbono, qui est un registre du ministère de la Transition écologique espagnol, qui est, si vous voulez, l'équivalent du label bas carbone en France, avec un fonctionnement très similaire à cet autre standard français. Je ne vous ai pas parlé du nom du projet, Alcedo, qui est synonyme de Martin pêcheur. On lui a donné ce nom parce que c'est tout d'abord un oiseau caractéristique de la région, bien sûr, mais aussi c'est une espèce qui souffre d'une perte d'habitat à cause de la dégradation de zones humides. Et ce projet s'efforce entre autres de recréer des écosystèmes notamment aquatiques, qui sont essentiels à des espèces comme le martin pêcheur. Donc ça m'amène à vous parler justement du suivi de l'impact du projet sur la biodiversité qu'Anaïs a mentionné. Le projet prévoit un système de mesures assez complet, utilisant notamment des caméras, des pièges photographiques, des capteurs bioacoustiques, et des mesures de eDNA, qui est une technologie de séquençage d'ADN environnemental, pour suivre en temps réel la santé des écosystèmes et de la faune présente sur la zone projet. On peut dire que c'est une approche assez innovante pour un projet de reforestation en Espagne, qui permet de garantir que ces objectifs de biodiversité soient vraiment mesurables et vérifiables, ce qui bien évidemment renforce la transparence et la crédibilité des impacts. Je vais peut-être finir sur ce qui distingue aussi ce projet. Ce sont diverses actions complémentaires sur le territoire qui sont envisagées pour accompagner cette action de reforestation. Donc, elles n'apparaissent pas sur la slide du fait qu'elles sont elles sont encore en phase d'étude. Mais on étudie notamment la création de mares artificielles et d'aires d'alimentation pour rapaces, afin de protéger certaines espèces menacées de la zone, mais aussi de servir d'observatoire, ce qui devrait encourager l'écotourisme dans cette zone assez désolée de la péninsule. On étudie également la plantation de cultures en agroforesterie, comme la lavande, les champignons, non seulement pour enrichir la biodiversité locale, mais aussi pour permettre, pour offrir des opportunités économiques aux agriculteurs du coin. Et troisièmement, on étudie le développement de la filière apicole, donc avec la mise en place de ruches pour la production de miel, ce qui, encore une fois, permet
créer des nouvelles sources de revenus localement, mais aussi pour renforcer la pollinisation et donc améliorer la régénération naturelle des peuplements. Donc voilà pour les co-bénéfices non forestiers. Je dirais en conclusion que donc, ce projet n'est pas simplement un projet de reforestation, c'est vraiment une initiative multiple qui vise à restaurer des écosystèmes dégradés, à protéger la biodiversité et à offrir des opportunités économiques localement. C'est vraiment un projet phare pour Carbon to Nature et Iberdrola. Il veut vraiment faire un exemple de gestion forestière durable qui puisse servir de référence pour d'autres initiatives similaires en Espagne. La structure juridique, on pourra approfondir pendant les questions-réponses, mais c'est une structure assez classique de financement de projet, avec la création d'une entreprise dédiée au projet et la levée de dettes sur cette entreprise afin de financer les activités projet. Anaïs, est-ce que tu veux finir sur les modalités? Ouais, peut-être dernière slide pour vous récapituler un petit peu les éléments déterminants de la collecte. Donc on lève donc l'émetteur, c'est donc HB pour Hummingbirds Asset Co Iberia. Il y a donc un nantissement, donc ça c'est aussi pour expliquer le fonctionnement d'avoir une société de projet pour chacun des projets qu'on développe, parce que ça permet donc pour les porteurs d'obligations d'avoir ce nantissement sur les titres de HB Asset Co Iberia. On lève 575 000 euros et donc comme le disait Émilie en introduction, on a déjà en pré-collecte 300 000 euros si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs le seuil, le montant minimum. Donc la collecte va ouvrir demain et donc ce sont des obligations simples sur 36 mois avec un taux d'intérêt à 8,5%. Voilà pour les grandes caractéristiques. Et je crois que c'est la fin de nos slides, donc je vois que les questions sont déjà nombreuses. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux. C'était très complet. Pour revenir juste sur les conditions de l'opération, c'est à partir donc, de 100 euros et donc le remboursement de l'obligation est prévu à la fin du prêt, donc sur 3 ans, donc au bout des 36 mois. Oui, en effet, il y a plusieurs questions déjà posées. Rapidement, merci beaucoup d'avoir déjà expliqué aussi qu'est-ce que c'était le marché des crédits carbone au départ, parce que c'est assez nouveau sur l'ITA. Nous, les raisons pour lesquelles nos analystes ont choisi aussi de proposer Hummingbirds et ce projet-là en financement, il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord, il y a une grande expérience et une expertise reconnue de l'équipe qui est en charge du projet, donc notamment vous deux, qui rassemble l'ensemble des compétences techniques et financières nécessaires avec des années d'expérience dans les énergies renouvelables, dans le développement des projets carbone, et aussi l'alignement et l'intentionnalité, la vôtre, du coup, mais des dirigeants, des équipes, sont jugés comme exemplaires par nos analystes. Et c'est assez important d'insister aussi là-dessus, c'est que notre volonté chez l'ITA est de financer aussi des acteurs best in class dans ce secteur-là. Le micro. Hop là. Voilà où j'en étais, pardonnez-moi. Oui, et donc ensuite, c'est aussi un projet qui est ambitieux en matière de biodiversité. Donc le projet est parmi les plus avancés sur le marché en matière de suivi de la biodiversité. C'est aussi un projet, comme le présentait Anaïs aussi, qui favorise le développement de l'économie locale avec des activités économiques qui sont valorisées localement, telles que la culture productive, le développement de l'apiculture ou de la production mycologique. Et il y a aussi la collaboration avec des partenaires renommés, donc comme Carbone de Nature, qui est un partenaire solide, soutenu par une entreprise qui génère des milliards de chiffres d'affaires, des milliards d'euros, comme Iberdrola. Et voilà, donc le projet il sera développé aussi avec des acteurs locaux spécialisés, notamment dans les domaines de la sylviculture, de la gestion forestière, de la biodiversité, qui apportent vraiment une expertise et une expérience terrain et particulièrement solide, ce qui rassure aussi sur l'additionnalité du projet et les co-bénéfices créés notamment sur la biodiversité, mais aussi pour les populations locales. Donc merci à tous les deux pour votre présentation. On va prendre les premières questions. On a une question de Yannick qui pose la question: quelle est la durée de vie du projet justement? Alors c'est
Oui, le standard du ministère espagnol oblige les projets à être entre 30 et 50 ans, et pour celui-là, on a choisi 50 ans. Ceci dit, nous, on s'engage en général aux côtés du développeur pendant les 10 premières années pour ce projet. Ensuite, Carbon to Nature continuera. Et une question peut-être, enfin si on boucle les questions un peu techniques, j'ai vu une question sur à qui appartiennent les terrains. Donc Seb, je te laisse. Alors il y a des terrains, enfin la plupart sont des terrains privés qui sont donc achetés par Iberdrola. Il y a une partie de terrain public avec une sorte de bail amphithéotique rural à 99 ans. Donc voilà, c'est un mix de terrain privé et public. C'était aussi une question d'Yannick. Et il y en a une troisième qui demande si vous êtes sous-traitant de Carbon to Nature. Alors, on n'est pas sous-traitant, on est co-investisseur avec Carbon to Nature, qui est l'opérateur du projet et qui a des sous-traitants, notamment pour la gestion forestière ou la mesure de biodiversité. Merci beaucoup. Il y avait une question sur comment est-ce qu'on choisit les sous-traitants aussi, il me semble. La sélection des partenaires locaux. Je ne sais pas si ça s'applique qu'à l'Espagne ou si c'est une question plus large. C'est vrai aussi que pour nous, on a trouvé ça assez intéressant de commencer par un projet européen pour commencer avec l'ITA et ensuite peut-être faire des projets plus Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est, parce que ça permet aussi d'avoir une pédagogie en 2 temps. D'abord, gérer les risques du capital naturel et ensuite, on rajoute les risques des pays en voie de développement. Et donc, forcément, je pense que cette question est encore plus pertinente quand on travaille en Afrique, par exemple. Mais du coup, on a une sélection très, très rigoureuse des partenaires. Donc, il y a toute une partie compliance sur le partenaire en lui-même, son casier judiciaire. Bon, ça, c'est les côtés un peu évidents. Mais aussi, ensuite, sur ses capacités techniques, on va aller faire des audits sur quelle est son expérience terrain, comment est-ce qu'il opère et voilà, de regarder sa gouvernance qu'il a fait dans le passé avant de contractualiser avec un sous-traitant, en lui transmettant aussi via les contrats toute une salve d'obligations sur les droits humains, la corruption, tous les référentiels environnement et sociétaux qu'on s'applique nous. Donc on accompagne avec ensuite nous des audits et on est présent aussi, on fait des visites régulières. Donc c'est assez encadré. Justement pour nous, l'enjeu c'est vraiment de crédibiliser le secteur et donc du coup les opérations soient au meilleur standard d'excellence et de qualité sur le déploiement. Merci pour tes réponses. J'espère que ça répond bien à votre question, Estelle. Il y a Anne qui demande si on peut revenir sur le montage juridique et le financement du projet. C'était en effet une slide qu'on a passée rapidement. Donc, si je la refais en explication, donc on a Hummingbirds qui est la société mère de tête, qui en fait, nous, on constitue des sociétés par projet. Et donc, en fait, on a deux types de sociétés. On a les sociétés qui font du développement, qui est assez risqué. On a des sociétés qui font de l'investissement quand on est sur un projet qui est dérisqué et qui l'argent va aller pour planter les arbres, par exemple. Donc, on n'est plus sur des études. Donc, dans ce cas-là, on est sur la partie asset co, donc où on a des actifs en dessous. Et donc, sur la verticale d'asset co de Hummingbirds, on a créé le véhicule Iberia pour l'Espagne, dont donc le projet Alcedo est le premier projet. Et donc, c'est cette société-là qui a un contrat de financement avec Carbon to Nature et qui ensuite est propriétaire des crédits carbone. Donc, c'est sur cette entité-là qu'on fait une levée de fonds avec l'ITA. Donc, on lève 575 000 euros et donc voilà un petit peu pour expliquer. Donc, on a des sociétés en France, la société financée est en France et l'opérateur ensuite est en Espagne.
Je ne sais pas si ça répond bien sur la structure juridique ou s'il y a d'autres questions, mais enfin, n'hésitez pas à en remettre dans le chat si ce n'était pas assez clair. Comment financez-vous vos projets? Donc peut-être je réponds à celle-là au sens un peu plus large. Nous, Hummingbirds, on a fait une levée de fonds de 10 millions il y a 2 ans. Donc c'est ce qui nous a servi pour toute la partie développement et la partie équipe et développer nos activités. Depuis, on a fait donc 5 campagnes. On a levé 6 millions en crowdfunding, donc comme cette opération-là. Donc entre le juin l'année dernière et fin de cette année, on aura levé 6 millions en 5 campagnes de participatifs. Le participatif étant quand même plutôt court terme, 2 à 4 ans, on a aussi des stratégies plus long terme. Donc, on a des levées de fonds en cours de véhicules beaucoup plus conséquents, donc des levées de 50, 100 millions pour des financements plus long terme. Voilà. Merci. On a une question de Sylvie que j'affiche. Très beau projet, dommage l'apiculture, encore une exploitation des abeilles au bénéfice des humains. Est-ce une obligation pour financer le projet? Avez-vous prévu d'autoriser la chasse et la pêche? Désolée si vous avez déjà répondu, mais je n'ai pas entendu le début. Alors, c'est bien évidemment pas une obligation pour financer le projet, c'est une activité qui est en phase d'étude, donc ça n'a pas encore été entériné, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans cette région. Pour la chasse et la pêche, il ne me semble pas que ça soit autorisé sur la zone projet, mais il faut que je confirme. En fait, ça aussi, juste pour compléter, en fait, c'est aussi sur les projets, on essaye de réfléchir à quelles sont des activités vertueuses qu'on peut mettre en place pour en fait soutenir l'économie locale. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Espagne, il y a un petit peu moins besoin, mais sur des projets qui sont dans d'autres géographies, c'est vraiment très pertinent d'essayer de créer des emplois pour des activités qu'on peut développer autour. Alors, c'est vrai que on peut débattre de l'apiculture, mais c'est quand même, quand on fait ce type de projet-là dans le sud, ça reste plus vertueux que d'aller travailler dans une mine ou d'aller travailler sur de l'exploitation des matières premières. Donc ça crée quand même des emplois, ça crée et par ailleurs, nous on a vu aussi que quand on met des abeilles proches des plantations, on a un taux de pollinisation qui est bien supérieur. Donc même sur la partie aussi les cultures vivrières qui sont en périphérie des plantations, ça a aussi des co-bénéfices au-delà même du miel et de la production, quoi. Mais bon, pour ce projet comme pour d'autres, c'est vraiment, en tout cas, les revenus sont pas considérés dans le projet. Donc, c'est des choses qui sont faites en plus, mais qui sont pas nécessaires à la rentabilité du projet. On a une question de Philippe qui demande comment sont exploitées les forêts, sylviculture mélangée à couvert continu ou autre. Sur combien de temps vous prévoyez le mélange des espèces avec les feuillus? Alors, comme on part de zéro sur les plantations, ça commence par évidemment un peuplement assez homogène. Et en général, on commence à planter entre la 5e et la 10e année les mélanges de feuillus. Mais justement, ce qu'on appelle Improved Forest Management a beaucoup de traits en commun avec la SMCC, donc on peut dire que c'est une sylviculture mélangée à couvert continu, en effet. Merci pour les réponses. On a une question de Bernard. Quel est le risque d'incendie de forêt dans la région? Quelle prévention prévue dans le projet à ce niveau-là? Alors, c'est un risque élevé, évidemment, de par le fait que c'est sur une zone qui a brûlé ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est des zones qui sont pas tellement gérées, et donc avec un peu de gestion et d'action de prévention des incendies, comme la création de pare-feu, la gestion des rémanents, la prévention des incendies avec les pompiers locaux, etc., la création de zones humides. On arrive à avoir des résultats
des résultats assez forts en termes de prévention. Donc, la région est à risque, mais les actions sont importantes. Et il a une question aussi, la même question sur le risque de sécheresse et d'insectes parasites sur la région. Alors, C'est un peu précis. plutôt ouais, non, risque de sécheresse évidemment, mais c'est tout. Le but de commencer par une plantation de résineux, c'est justement parce que ce sont des zones très arides où il y a il y a très peu d'espèces qui survivent les premières années, et donc on commence par planter des résineux très résistants pour décompacter le sol et faire un peu d'ombre ensuite pour pouvoir planter pour créer les bonnes conditions et pouvoir planter des feuillus et commencer le mélange. Merci. Et donc je complète. En fait, c'est vrai que donc ces risques, on les connaît, on les a donc bien identifiés. Et du coup, la façon dont on y répond, c'est vraiment le design de l'opération. Donc, on essaie de protéger tous les cours d'eau pour que la ressource en eau soit la plus préservée possible, qu'il n'y ait pas de tarissement des cours d'eau. Et ensuite, on fait de la réintroduction progressive de feuillus, qui permet aussi, donc la diversification des essences plantées permet aussi, d'une certaine façon, combattre les risques de parasites, parce qu'ils vont aller sur de la monoculture et s'en donner à cœur joie. Donc c'est vrai et pareil pour les incendies, avec de la bonne gestion des feux, en fait on minimise, on peut pas supprimer le risque de départ de feu, parce que c'est quand même très souvent un mégot de cigarette jeté par la fenêtre, mais en tout cas on essaie de réduire ce qui va pouvoir être brûlé d'un seul tenant, avec de la gestion, avec des pare-feux, avec des couloirs, justement des corridors, que les feux ne se propagent pas, et avec aussi une réponse incendie avec les autorités locales, des plans de gestion, aussi des alertes de départ de feu qui sont beaucoup plus pointues que ce qu'on peut avoir sur des zones qui ne sont pas gérées. Donc il y a aussi une partie de monitoring satellite qui peut se mettre en place, donc d'utiliser toutes cette gestion améliorée pour réduire les risques présents en Europe globalement. Enfin, pas que dans l'hémisphère nord. Et ça, j'imagine, tout du long du temps du projet. Merci pour vos réponses. On avait une question d'Estelle au sujet du cours des crédits carbone. Bonjour, merci pour votre présentation. N'avez-vous pas peur que les cours des crédits carbone chutent ? Alors sur un petit point marché, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un marché qui n'est pas encore très organisé, mais ce qu'on voit, c'est que quand même il y a une tendance haussière assez forte sur notamment la demande, parce que on se retrouve dans une situation où il y a de plus en plus d'entreprises qui sont contraintes par notamment leurs actionnaires aussi à avoir une politique climat, et donc elles s'enregistrent. Enfin, nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le SBTI, qui est donc à Oxford, un petit peu la référence scientifique et universitaire, où les entreprises vont aller déclarer leurs intentions en termes de réduction d'émissions et donc leur trajectoire climat. Et on voit sur cet indicateur-là que la quantité d'entreprises, elle a fait x100 en quelques années, et donc elle continue d'augmenter, elle a encore doublé récemment. Donc on se retrouve avec beaucoup plus d'entreprises qui se mettent dans cette dynamique d'avoir une politique climat, et on voit que du coup on a des engagements qui sont pris de réduction d'émissions, et certaines entreprises font appel à la contribution volontaire ou à la compensation pour une partie résiduelle. Donc le SBTI insiste très fortement sur le fait que ça ne peut pas être une solution qui est centrale dans la thèse. Il faut vraiment que ça soit une solution de dernier recours. Mais en tout cas, on voit une tendance où il y a beaucoup plus d'entreprises qui viennent sur le marché, beaucoup plus d'entreprises qui achètent des crédits carbone, et donc on voit que par contre le nombre de projets grossit pas à la même vitesse. Donc on a beaucoup d'études de marché qui montrent qu'à 2025, à 2030 et dans les années à venir, on devrait avoir un manque de crédit carbone, et donc le prix par lui-même augmente progressivement, mais que là, ça devrait encore plus tendre vers une augmentation des prix du carbone. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi, je pense que en réponse à toutes les, on va dire, accusations sur la qualité, la réponse, c'est aussi le prix.
C'est-à-dire, si on nous donne 10 $ de plus pour faire des beaux projets, c'est sûr qu'on va pouvoir planter beaucoup plus d'espèces différentes sur un même projet. Donc nous, on essaye vraiment de proposer, des projets de qualité en prenant aussi ce parti de, oui, ils sont plus chers que, de la monoculture avec, des faibles co-bénéfices, mais on pense aussi que, à la fin, les acteurs qui veulent faire, du travail sérieux et pas prendre de risques réputationnels, ils sont prêts à payer plus cher pour des projets de qualité et donc payer, par exemple, le dispositif des collectes de eDNA qu'on organise sur le projet, ça a certainement un coût, mais ça nous permet d'avoir énormément de collecte de data et de faire des projets de qualité avec, de la mesure derrière et donc du coup, ça intéresse, des acheteurs qui quitte à le faire volontairement, autant le faire avec des projets de qualité. Voilà. Merci. Et ça fait un rebond, du coup, une transition vers la question de Anne, parce que donc, du coup, la vente des crédits carbone, principalement, votre modèle économique repose sur ça chez Hummingbird. Quels sont les revenus, du coup, de la structure qui émet les obligations, notamment pour le paiement des intérêts et le remboursement de la dette? Donc le refinancement est prévu par la vente des crédits carbone. Dans le système, donc c'est vrai que chaque standard est un petit peu différent. Donc par exemple, en France, on a le label bas carbone. Le label bas carbone est un peu différent du standard, espagnol. Mais donc cette année, on devrait obtenir à partir de l'année prochaine, on pourra vendre 20 % des crédits du projet. Donc on a, un crediting, en avance de 20 % et donc avec ces ventes qu'on va faire au fil de l'eau, mais déjà avec les 20 %, on va avoir des rentrées d'argent qui vont permettre donc de payer à la fois les intérêts et de refinancer complètement, sous 3 ans. Merci. Donc, vous aurez du coup, Anne, aussi toutes les informations, les conditions de l'opération, et aussi de l'analyse et du business plan de l'opération dans la fiche d'information clé qui sera disponible dès l'ouverture de la collecte demain matin. On a une question de Yannick, justement, aussi sur les conditions de la dette. Quel serait le rang des obligataires LITA en cas de défaillance? Ce que je ne souhaite pas, évidemment. De premier rang parce qu'il n'y a pas d'autre, c'est l'unique financement du projet donc en cas de en cas de défaillance, c'est l'ITA qui passerait en premier donc ça c'est structurellement organisé dans le financement. Hem Par ailleurs, du coup, je réponds juste à la question du dessus en y passant sur qui sont les entreprises. En fait, pour la partie vente, comme on est en Espagne, on se repose sur Carbon to Nature et surtout sur l'ensemble des clients, les PME de Iberdrola. Donc Iberdrola, c'est le premier fournisseur d'énergie renouvelable en Espagne et donc en fait, ils accompagnent bien sûr, c'est un très gros acteur espagnol présent sur la chaîne de l'énergie, depuis de nombreuses années. Mais maintenant, ils essayent d'aller plus loin et donc de proposer aussi à leurs clients des crédits carbone. Enfin, même dans le sens de l'histoire, c'est que c'est surtout les clients qui ont demandé à leurs fournisseurs d'énergie de décarboner davantage, donc au-delà des renouvelables. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, on a vraiment ce gisement d'entreprises-là qui sont intéressées. Et c'est vrai qu'il y a aussi un attrait pour une compensation nationale. Donc, on pense que la majorité des crédits, sinon tous, seront vendus à des entreprises espagnoles qui ont du coup des trajectoires de décarbonation avec de la compensation. Merci d'avoir pris cette question qui est très importante aussi. Elle avait été posée sur la page de l'opération. Merci d'y avoir répondu. Donc, je rappelle, parce que je vois qu'il nous reste plus que quelques minutes. Merci à toutes et tous déjà pour vos questions. Je rappelle que l'ouverture des souscriptions est prévue demain matin. Donc voilà, si vous avez réservé votre investissement sur la page LITA, vous recevrez un mail top départ. Et pour information, vous avez besoin d'un profil investisseur complété et validé sur la plateforme si vous souhaitez investir. Donc si ce n'est pas encore le cas, pensez à le faire dès demain. La clôture est prévue le 18 octobre, donc ça va être un temps très court de collecte. Ne tardez pas à concrétiser pour ne pas manquer l'opportunité. Voilà, donc c'est éligible aussi à l'investissement via PEA-PME, donc un plan épargne-action PME à partir de 5 000 €. Cette possibilité-là sera possible que pendant une semaine, étant donné les temps assez courts de l'opération. Voilà, il faudra ne pas tarder si vous voulez investir via votre PEA-PME. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une nouvelle question de Anne. Qui organise et gère la vente des crédits carbone?
Du coup, je pense que j'y ai répondu, mais donc c'est Carbon to Nature via ses clients Iberdrola. En fait, on signe un accord où il y a le financement de notre part et eux, ils ont la partie commercialisation. Voilà, c'était plus pertinent pour mettre en valeur l'empreinte espagnole des crédits. Donc, ils seront, et aussi pour accéder à l'ensemble de la clientèle Iberdrola. Donc, c'est eux qui sont en charge du marketing des crédits. Merci. Alors pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, vous aurez accès au replay de l'événement avec la présentation d'Anaïs et Sébastien. Merci à tous les deux pour votre temps et d'avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. Je parle aux participantes et participants. On sera un plaisir d'y répondre, que ce soit Lita ou Hummingbirds. Merci beaucoup à Lita de nous donner la parole et de nous permettre aussi de nous exprimer. Et puis merci à vous tous de vous intéresser à nos projets, d'essayer de les comprendre, de aussi challenger les préjugés parfois qu'on peut avoir sur la finance carbone et sur ces projets. En tout cas, nous, on essaye de trouver vraiment des leviers d'action et des solutions concrètes pour soutenir les projets, la biodiversité et toutes les initiatives qu'on peut avoir localement pour essayer de faire notre part dans la lutte contre le changement climatique. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.